Et Bruno, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Alexandre, écoute, je vais très bien. Il fait un temps magnifique, c'est très agréable. Voilà, tout va bien. Au moment où on enregistre, c'est le printemps. Ah Le ouais? printemps arrive, en tout cas ici. Toi, tu m'as dit qu'il y avait de la neige, hein? Ouais, bah tu vois, ça n'a pas tellement encore fondu là. Et puis en effet, il y a encore de la neige qui est retombée. Donc du coup, le printemps tarde. Mais Oui. quoi qu'il en soit, il y a un moment ou un autre où il arrive. C'est juste de la patience à avoir. Et puis en plus de ça, moi j'adore le paysage recouvert de neige. Mhm. On a vu la semaine dernière le pardon, beaucoup d'informations qui ont été données là-dessus. J'espère que les personnes qui nous ont écoutés ont pratiqué le pardon pour les autres, le pardon pour soi, mais surtout le fait de pouvoir justement prendre conscience de ce qui arrivait pour soi ou pour les autres, hein, qui est quelque part la première étape. Aujourd'hui, on va parler amour, culpabilité, culpabilité, amour. Ah, l'amour qui fait tourner le monde. Parfois, la culpabilité. Beaucoup de choses là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire la culpabilité, Bruno? Alors, tout dépend, on en a parlé déjà dans les relations, cette notion d'amour, surtout l'amour inconditionnel, c'est-à-dire d'aimer l'autre tel qu'il est pour ce qu'il est. Ça ne veut pas dire, encore une fois, je le précise, de subir l'autre, parce que quand on aime, les bouddhistes, en fait, pour faire une petite parenthèse, de deux choses, entre autres l'amour et la compassion. Ils disent il y a la compassion qui peut avoir une forme active et une forme passive. La forme passive, c'est quand on souhaite à quelqu'un de se libérer des causes de la souffrance, et la compassion active, c'est quand on fait quelque chose pour l'aider à se libérer des causes de la souffrance. L'amour, c'est pareil. Il y a deux formes d'amour. Il y a un amour actif et un amour passif. C'est-à-dire l'amour passif, c'est-à-dire qu'on souhaite à l'autre de trouver le bonheur, on souhaite qu'il se réalise, qu'il s'accomplisse parce qu'il le mérite, il y a droit, comme tout être humain sur Terre. Et puis l'amour actif, c'est quand on va faire quelque chose pour l'aider, pour participer en fait à cette croissance. Comme par exemple, on donne une éducation à ses enfants, enfin vous l'espérez, il y a de l'amour dedans. On va y mettre de l'amour parce qu'on souhaite que notre enfant devienne autonome, se libère, etc. S'il n'y a pas de possessivité dans l'amour, on va dire dans l'absolu, c'est ça l'amour. D'aider l'autre à se réaliser, à s'accomplir, à se libérer. Donc l'amour, quand on a de l'amour pour les autres, et les bouddhistes, pareil, pour ne citer que, encore une fois, c'est qu'ils font ce qu'ils appellent le vœu de bodhicitta. Le vœu de Ok. bodhicitta, c'est de souhaiter d'atteindre la réalisation pour aider les autres à se réaliser. On dit que c'est la plus haute forme d'amour. Parce que, effectivement, la meilleure façon d'aider, je sais pas, si on veut apprendre à quelqu'un à nager, il vaut mieux on va d'abord apprendre à nager soi-même, et ensuite on va l'aider à nager. Là, c'est pareil. Je te dis, la meilleure façon d'aider les autres à atteindre le bonheur et à se réaliser, c'est que moi je puisse, je vais l'atteindre, je vais le réaliser, et je vais montrer aux autres comment faire pour que ils atteignent cette liberté aussi. C'est ça, en tout cas, la définition des bouddhistes. Et c'est la mienne aussi. D'accord. Donc l'amour, quelque chose qui est inné. C'est inhérent à notre nature. Ah, C'est inhérent. L'aligner, c'est encore autre chose. C'est inhérent à notre nature. Bien qu'on regarde dans le règne animal, la mère a naturellement de l'amour pour son bébé. Euh, Elle le protège, elle va l'aider justement à pouvoir aussi devenir autonome, se libérer. Donc on peut dire qu'il y a une certaine forme de compassion. Certains disent que c'est de l'instinct maternel, etc. C'est très remis en question aussi. Il y a des controverses à ce niveau-là, mais on peut voir que quelque part dans la nature n'est pas exempte justement d'amour et de compassion. quand tu parles en effet de cette notion d'amour maternel, c'est controversé hein, Oui. actuellement. C'est de l'amour actif. Ben oui, forcément, puisqu'on va éduquer l'enfant. On va le conduire activement vers sa liberté. En théorie. Parce que, encore une fois, si c'est mêlé à de la possessivité, par exemple, Justement, ouais. je souffre du syndrome de l'abandon, par exemple, où j'ai peur d'être abandonné, je vais m'approprier mes enfants, c'est pour ça qu'on dit souvent mes enfants, et on n'arrive pas à les lâcher quand ils sont en âge de partir. Et, euh, et justement, on va arriver à la culpabilité, parce qu'on va voir à quel point la culpabilité, c'est un bon moyen de garder une emprise C'est sur ça. Hein. l'autre. Voilà, je le maintiens parce que je rends coupable. Mais ça, on abordera après. Mais effectivement, si la possessivité,
comme on l'a déjà dit, l'attachement, puisque c'est une forme d'attachement, ce n'est pas de l'amour. Ça ne peut pas être de l'amour, puisque l'amour est fondé sur le vœu d'être bénéfique à l'autre. Donc, être bénéfique, c'est aussi l'aider à s'accomplir, à se réaliser et donc à devenir libre. Donc, l'amour repose sur cet état d'être. Donc, si je reprends l'exemple du couple aussi, si j'aime l'autre, je vais souhaiter être bénéfique à l'autre, donc lui permettre de se réaliser, de s'accomplir, donc de devenir libre. Mais ça veut dire que je prends le risque de le voir partir aussi. C'est ça, hein. C'est aussi à son détriment. Enfin, ça peut risque. l'être. C'est un risque, ça peut l'être. Mais si je suis avec quelqu'un qui respecte ma liberté, je serais fou de partir ailleurs. Si j'ai quelqu'un qui m'accorde cette liberté, qui me respecte, qui m'aime pour ce que je suis, c'est tout bénef. Donc comme on dit, si j'ai un super job dans lequel je m'épanouis, je me sens heureux et tout, pourquoi quitter mon travail si je suis bien? Si je suis avec des personnes aimantes, chaleureuses, etc., je vais pas aller chez des personnes ennuyeuses qui vont me casser les pieds. Ouais. On va là où, en fait, on est le mieux. Amour conditionnel, amour inconditionnel. Oui. Alors, on parle beaucoup d'amour, hein, mais c'est quoi la différence conditionnel, inconditionnel, même si dans le mot on le comprend? Bah, c'est simple, hein, je t'aime sous condition. Je t'aime si tu es gentil avec moi, si tu fais ce que je veux, si tu réponds à mes attentes. Je t'aime si tu te conduis comme je l'attends. Je t'aime, et ça c'est pas de l'amour. Ça c'est justement, c'est une prison, c'est des conditions. Ça veut pas dire qu'on ne doit pas respecter, parce que j'entends d'ici des gens me dire, oui mais attendez, on peut pas tout accepter. Je suis d'accord, ça n'a rien à voir. Mais je pense que les gens ont compris ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'on a tous souffert justement de ce genre de comportement où la personne, elle nous aime, mais c'est pas gratuit. L'amour, c'est gratuit. L'amour, on n'a pas à payer pour avoir de l'amour. On est aimé. Point. Parce que on voit dans l'amour conditionnel, comme tu t'es pas conduit comme moi je veux, je ne t'aime plus. Ouais. Donc je ne vais plus recevoir de l'amour, je ne recevrai plus d'affection. Alors que l'amour, l'affection, on continue à le donner indépendamment de l'attitude de l'autre. C'est pas de voilà, comme disait Saint Dalai Lama, l'amour, la compassion ne dépendent pas de l'attitude d'autrui. On va pas arrêter d'aimer son enfant parce qu'il a fait des bêtises. On va continuer à l'aimer. On va continuer à lui apporter de l'affection, l'amour dont il a besoin pour grandir. Dans nos relations, c'est pareil. Si parce que voilà, on a fait une erreur, on s'est planté quelque part, l'autre nous tourne le dos et nous refuse son affection, c'est pas de l'amour. Ouais. Donc, quand on voit justement des personnes, on le voit parce que des personnes qui commencent à se détacher, et c'est comment il s'appelle cet auteur, enfin je sais plus. Il disait ce que vous prenez de l'amour, c'est en fait vous avez cru que c'était de l'amour, mais vous dites que vous aimez plus l'autre, mais tout simplement en réalité c'est juste parce que vous êtes déçu, parce que si vous l'aviez aimé, vous l'aimeriez encore. D'accord. Voilà, mais on voit justement ça nous sape un peu le moral. On commence à être de plus en plus déçus parce que on réalise finalement que l'autre est vraiment pas parfait, parce que peut-être qu'on s'était fait un idéal, peut-être parce que effectivement il y a des personnes, et d'ailleurs une psychologue le disait très bien aujourd'hui, c'est que les gens ont mis la barre très haut, ils l'ont mis tellement qu'on peut plus se rencontrer, donc on ne pardonne plus justement. On ne pardonne plus les erreurs que l'autre peut commettre, on devient extrêmement intolérant, donc on rend la relation absolument impossible. Donc on a mis, et ce qui fait qu'on ne supporte pas d'être déçu, on ne supporte pas de, voilà. Mais la relation, c'est ça, c'est fait de déception. Et comme disait mon vieux maître, il dit, tu es déçu, bah c'est très bien. C'est vrai que t'as intérêt d'avoir quand même d'avoir cheminé quand tu entends ce genre de choses-là, hein, parce que ça peut vite blesser. Mais oui, mais je pense que c'est important d'avoir à l'esprit que l'autre c'est pas un objet. Ouais. C'est pas un objet, il est pas là à se plier à nos ordres. C'est parce que justement on est plein d'attentes, donc on ne lui accorde aucun écart, aucune erreur, aucune. Donc encore une fois, on revient, tu vois, la boucle est bouclée, on revient, cette impossibilité de pardonner. L'amour, justement, c'est vraiment cette capacité à pardonner parce qu'on réalise l'autre qu'il est imparfait, et aussi le pardon lui donne toutes ses chances de se réformer aussi. Parce que si on ne donne aucune chance à l'autre, ben on le condamne et on se dit tiens, t'as fait une erreur, t'en as fait une deuxième, t'en as fait deux, c'est bon, je te quitte. Ouais, t'es flushé. Voilà, donc c'est extraordinaire ce genre de relation.
C'est vrai qu'on est vraiment dans une société où de plus en plus on est en attente sur la base de ses propres critères, de ce que va faire l'autre. On est beaucoup plus dans de l'amour conditionnel Ouais. plutôt qu'en fait inconditionnel qui libère beaucoup de charges. L'amour conditionnel, en fait, c'est pas de l'amour. Ouais. C'est pas de l'amour. Comment on appelle ça si c'est pas de l'amour justement? C'est de l'attachement. L'esclavagisme? Oui, aussi. Ouais. Tyrannie. Ouais. Tyrannie amoureuse. Tyrannie amoureuse. Ouais. On le voit beaucoup hein, avec les couples qui se créent. Hein. Au début, voilà, tout est beau, tout est gentil, tout est magnifique, c'est merveilleux. On l'a tous connu. Et puis au fil du temps, en effet, bah voilà, il y a des choses qui font ah bah tiens, t'as les cheveux blancs, mais Ouais. j'avais pas vu ça au début. Mais c'était Dr Bach qui était un spécialiste du couple avec qui j'ai travaillé un peu. Il disait, euh, si on, il disait, à mon avis, je suis même optimiste quand je dis que à peine 5% des couples sont véritablement heureux. Ouf, oui, ça fait pas les Ouais. masses. Hein. Ça fait pas les masses. Oui, parce qu'on est complètement dans l'attachement. Ah, On est complètement dans l'attachement. Donc c'est impossible, c'est mission impossible. Donc on peut pas trouver le bonheur dans l'attachement. ouais. Si les gens comprennent pas ça, c'est impossible. Et là, on est justement dans un jeu de pouvoir. Alors justement, on va parler de la culpabilité. Et Ah bah, allons-y justement. La culpabilité, c'est quoi? alors la culpabilité, bah, d'abord c'est simple, hein, il faut se réfléchir sur quoi se crée la culpabilité. En fait, c'est le jugement de bien et de mal. T'as mal fait, t'as bien fait, etc. C'est complètement judéo-chrétien, hein. Ça a été inventé par notre éducation judéo-chrétienne, la notion de péché. Et ce D'accord. qui est extraordinaire, moi quand j'ai commencé à étudier ça, parce que comme tout le monde, j'ai souffert de la culpabilité. Oui, t'as vu, t'as mal fait, c'est mal, etc. On est éduqué comme ça. Et quand on commence à creuser la question, on se rend compte que, en fait, c'est une question qui est quand même très relative. C'est très relatif la notion de bien et de mal. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'en étudiant la notion de péché, par exemple, euh, euh, péché, ça veut dire en hébreu, ça veut dire rater la cible. Ok. C'est quand même intéressant. Ouais. C'est-à-dire que ça rejoint ce qu'on disait la dernière fois, c'est d'être inapproprié. C'est-à-dire on n'est pas approprié. J'ai raté la cible. Je n'ai pas atteint la cible. Donc ça veut dire que j'ai raté mon coup. J'ai pas eu l'attitude juste. J'ai pas une attitude très juste. Donc, et là, encore une fois, on revient vers le pardon en se disant, voilà, j'ai fait une erreur. J'ai commis une erreur. J'ai pas fait mal. J'ai commis une erreur. Et il y a certaines erreurs qui sont très cuisantes, qui vont avoir des conséquences absolument terribles. Mais sur le fond, c'est une erreur. Et parce que si on est dans la notion de bien et de mal, ça ne peut pas être modifiable, ça ne peut pas être corrigeable, ça ne peut pas être transformable. D'accord. Et Ok. comme disent les bouddhistes, parce qu'ils parlent de la notion de karma, il dit il y a une chose de positive dans le karma, c'est qu'il est transformable. Parce que quand on est coincé dans la notion de bien et de mal, il y a les bons, il y a les mauvais. Nous, évidemment, on va se situer dans les bons, parce qu'on Ouais. n'est Tant pas qu'à être faire, mauvais. ouais. C'est ça. Mais on s'en sort jamais. Ça devient terrible. Et surtout, ça nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Parce qu'il y a le bien, il y a le mal. Alors là, comment ça se crée en fait? C'est assez simple. D'abord, on perçoit, il faut bien comprendre, c'est qu'on perçoit le monde par l'intermédiaire de nos sens et de notre mental qui va tirer des interprétations à partir justement des perceptions sensorielles. Hmm. Si une personne, je sais pas, un événement, une circonstance fait que je vais éprouver des sensations désagréables, je vais en tirer la conclusion que c'est mauvais. Ok. Si la sensation est plutôt agréable, positive, je vais en tirer la conclusion que c'est agréable, c'est positif. Seulement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très relatif. Parce que l'infirmière qui va me faire une piqûre, ça va me faire très mal, mais c'est pour me guérir. Et même certains remèdes peuvent avoir sur le moment un effet extrêmement désagréable. Mais à long terme, ça va être positif. Un shoot de drogue, ça va me détendre sur le moment, mais à long terme, on sait ce que ça donne, ça Hmm. peut être absolument désastreux. Donc on voit à quel point cette notion de bon et de bien et de mal, de bon ou de mauvais, est extrêmement relatif. Donc, et ça nous empêche justement de regarder les choses pour ce qu'elles sont, telles qu'elles sont. Donc, quand une personne, on rejoint, on en a parlé tout à l'heure la dernière fois, et même dans d'autres émissions, quand une personne se conduit de manière extrêmement négative à mon endroit, je pourrais dire cette personne, c'est une mauvaise personne. Ouais. Mais en réalité, sur le fond,
cette personne, en réalité, est sous l'emprise de ces obscurcissements mentaux, c'est-à-dire elle a eu toute une histoire, un peu comme nous, elle a toute une histoire qui l'a amené justement à avoir ce genre de comportement, ce genre de conduite. Et donc, nous, on considère que, effectivement, c'est une personne malfaisante. Mais c'est plus complexe que ça, c'est beaucoup plus profond, c'est lié à son histoire. C'est pas parce que, encore une fois, je le répète, on doit l'excuser, mais ça nous permet de comprendre, et mieux vaut comprendre que subir. La compréhension nous permet justement de nous libérer justement de cet emprise. Donc on va voir que justement, encore une fois, cette notion de bien et de mal est extrêmement relative. C'est pas tout blanc, tout noir. Ça vient de Manique. Hein. C'est l'approche manichéenne de la réalité. Justement, il y a les bons, les mauvais, etc. Et ça marche pas comme ça, parce que tour à tour, nous-mêmes, on va voir à quel point on oscille justement. Parfois, on est tout à fait comme Dr Jekyll et Mr Hyde. Ouais. On peut être extrêmement agréable, extrêmement positif et tout, et puis un jour on peut être noir de colère et on va ressembler de très près à justement à Mister. Sombre. Ouais, donc tous nos aspects sombres vont sortir à ce moment-là, et c'est là où souvent d'ailleurs on va faire des dégâts, et là on peut se dire je suis mauvais, et on va voir justement si on est dans cette appréciation négative, ça va nous empêcher justement de guérir et de nous libérer de ces tendances invalidantes. Donc c'est là où c'est important justement de faire cet examen de conscience objectif, parce que si on se considère comme mauvais, eh bien on a catégorisé, on a fermé une porte, on se dit voilà c'est comme ça. C'est comme toutes les étiquettes aussi qu'on met aujourd'hui sur les gens, sur les étiquettes psychologiques. On parlait des pervers narcissiques, bah, c'est tellement plus facile. Pauvre celui-là, il est pervers narcissique, on l'a mis dans une boîte et puis on l'en sort plus et il a aucune chance de changer. Moi j'ai entendu des gens qui disaient mais de toute façon il pourra jamais changer, c'est un pervers narcissique. Mais ça veut dire qu'on lui donne aucune chance. Ouais, c'est ça. Donc, et je trouve ça terrible. C'est dangereux, les étiquettes. Parce que, et d'ailleurs, nous-mêmes, si on fait ça, c'est parce que ça nous arrange. On a envie que l'autre soit mauvais. Parce que se dit, à ce moment-là, moi j'ai les bénéfices de la victime. Parce que c'est rigolo quand on dit que, justement, le bourreau, en fait, utilise comme outil la culpabilité. Mais la victime aussi. Moi, je suis la pauvre victime et l'autre, c'est le bourreau. Donc moi, j'ai aucun reproche à me faire. Donc l'autre, il est terriblement coupable. Donc on voit que c'est pas si clair que ça, cette histoire. C'est pour ça que, alors ça paraît terrible quand je dis ça, mais comment on appelle ça, bourreau et victime, c'est les deux faces d'une seule pièce. Parce qu'on va voir qu'il y a des bourreaux, justement, se considèrent comme des victimes. C'est ça, ouais. On est tous la victime de quelqu'un. Ben voilà. Et c'est Guy Corneau qui parlait... Guy Corneau, je crois, oui, Corneau, qui parlait victime de soi, bourreau des autres, ou je sais plus, un titre comme ça, ça te dit rien? Non, enfin bref, et donc il parle de ça. Et c'est là où c'est vraiment important de comprendre ça, parce que en s'enfermant dans cette notion de bien et de mal, et donc forcément dans la culpabilité, puisque c'est parce qu'on juge qu'on culpabilise. Tu as mal fait. Ouais. En fait, on devrait dire, tu n'as pas été très approprié. C'est déjà plus souple et ça permet de voir comment je peux corriger le tir. C'est pas super commun. Mais oui, j'ai raté la cible. Ouais. J'ai raté la cible. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas l'atteindre. Parce que, imaginons, je m'exerce à une tâche et je n'obtiens pas le résultat que je souhaite. Je vais me dire, dans un cas, je suis mauvais, je suis nul. Ce que beaucoup de gens font. Mais ça les empêche. On a été inculqués comme ça depuis tout petit là, dans notre éducation. Ça, faut vraiment s'en débarrasser. Il faut se dire, non, justement, je ne suis pas apprendre quelque chose. C'est-à-dire que mon geste n'est pas approprié. Ouais. C'est-à-dire que parfois, il faut refaire 1000 fois le geste pour arriver au geste approprié. Ouais. C'est-à-dire le geste qui va donner le résultat. Encore une fois, résulte de. Voilà, c'est un aboutissement. Et c'est après, à force d'avoir. Mais si on est dans la notion de jugement, on s'interdit tout progrès. Donc quand on est dans la notion de bien et de mal, on s'interdit tout progrès. On s'empêche de faire des progrès, d'avancer. Donc ça, c'est quand même très important. Et donc la culpabilité, on va voir à quel point la culpabilité, c'est une plaie. Comme disait un auteur, vous vous sentez coupable, c'est très bien, mais débarrassez-vous-en. Voilà. Donc il faut vraiment... Et puis c'est l'arme absolue des manipulateurs, la culpabilité. Parce qu'ils nous font comprendre, et même de manière très intelligente, à quel point on est mauvais ou on est nul. C'est un outil de dévalorisation extraordinaire. Mais la personne, comme on dit, ne culpabilise que le coupable. Ou qui se sent coupable.
Ben, c'est parce qu'on est soi-même coupable qu'on culpabilise les autres. Hein. Mais si on n'est pas coupable soi-même, on n'a pas de raison de culpabiliser les autres. Au contraire, on va les aider à se libérer de la culpabilité. Et dire, mais non, t'as pas, voilà, c'était pas très heureux ce que t'as fait, mais ta culpabilité te sera d'aucune aide. C'est pas parce que tu te culpabilises, au contraire. Donc surtout si on a fait du grand tort, où nos actes ont pu avoir des conséquences extrêmement désastreuses, c'est là où il faut vraiment être capable de vraiment complètement relativiser pour arriver à comprendre ce qui s'est passé, parce que c'est beaucoup plus important de comprendre comment on est arrivé à ce résultat, et pour éviter de le refaire. Parce que si on se culpabilise, il y a de bonnes chances qu'on recommence. Hmm. C'est pas évident de justement de prendre du détachement par rapport à la culpabilisation. Quand tu as fait un gros tort, en effet, tu culpabilises, hein, parce que de toute façon, depuis tout petit, on t'apprend à culpabiliser. Tu tires pas les conséquences comme quoi c'est un apprentissage, que le geste, en effet, n'était pas Ouais. approprié. Alors il Comment faut bien. tu fais pour avancer là-dessus? Alors, c'est là où il faut bien faire la distinction entre ce qu'on appelle le regret et le remords. Le remords, il naît de la culpabilité. Le regret, il naît du constat que ce que nous avons produit, justement, ne correspond pas au résultat que nous recherchions. Et d'ailleurs, parfois, on peut, comment dire, notre intention peut être très pure. On a Hmm. vraiment une intention, mais peut-être parce qu'on n'a pas tous les éléments, on va faire quelque chose, mais de complètement inapproprié. Et donc, par exemple, on va blesser l'autre. C'était pas notre intention. Par exemple, on n'a pas vu que l'autre, il avait une blessure. Je parle de blessures Oui, psychologiques. oui. Et, euh, et à ce moment-là, par exemple, on va se montrer un peu vif. Et on voit pas que la personne, justement, peut-être qu'elle est vulnérable temporairement, ou c'est un peu un état assez fréquent chez elle, et donc on va la blesser. Mais notre intention n'était pas de la blesser. L'intention, c'était peut-être parfois simplement de faire un constat, donner une remarque ou de la rendre attentive à quelque chose. Elle va se blesser. Et on voit que le résultat n'est pas du tout celui qu'on souhaitait. Et à ce moment-là, justement, on dit, je suis vraiment désolé, c'était pas du tout mon Hmm. intention. C'est pas ce que je souhaitais. Voilà, je me suis très mal pris et on se reprend. Mais on peut faire ça seulement parce qu'on se sent pas coupable. Parce que si on se culpabilise, ben là, on va s'en vouloir terriblement. Et l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va bondir là-dessus. Oui, Ouais. c'est vu ce que tu as fait, etc. Et là, c'était. C'est-à-dire que pour la personne qui a fait une bourde, c'est juste de reconnaître d'avoir un regret sur ce qu'elle a fait, tout Oui, simplement parce que en fait, c'était pas volontaire. mais Et elle non. se reprend, elle reconnaît son tort quelque part, elle se pardonne. Ouais. Mais tu vois, regarde, dans les traditions, la notion du repentir, souvent on comprend pas ce que ça veut dire. Moi, j'ai vu ça d'un des philosophes, je trouvais ça extraordinaire. Il disait, repentir, ça veut dire remonter la pente. C'est-à-dire, vous revenez à la source, c'est-à-dire ce qui s'est réellement passé. C'est-à-dire que vous allez voir ce qui s'est réellement passé. C'est pas repentir, de se flageller, de s'en Ouais. vouloir, je me repens, etc. C'est pas du tout ça. C'est de remonter à la source, de remonter la pente, de voir ce qui s'est réellement passé. Et de voir et de se dire, bon, voilà, j'ai pas eu un comportement très approprié, maintenant je vois ce qui s'est réellement passé, et ça permet de corriger et de ne pas recommencer. Mais la personne, justement, qui va être très culpabilisante, elle, justement, alors les gens coupables, pour revenir au sujet de la dernière fois, ne Ouais. pardonnent pas, justement. Ils ne pardonnent pas. Tu es mauvais. Donc, tu es pas, on peut pas pardonner. Et ils vont justement être très culpabilisants en disant c'est de ta faute. Et on est vraiment dans cette notion, comme dit une de mes amies psychologues, c'est tout pourri, hein. C'est vraiment, c'est vraiment pourri. C'est vraiment affreux. La culpabilité, mais c'est un obstacle vraiment terrible. Et moi, j'ai entendu une fois, mais je me suis dit, mais comment on peut dire des choses pareilles? Et c'est un psy qui disait que la culpabilité pouvait être utile. Je me suis dit, je vois pas bien où ça peut être utile. J'ai jamais vu quelqu'un de coupable qui arrivait à se libérer. Est-ce que justement dans la prise de conscience? Mais encore une fois, il faut bien faire la distinction entre le regret Hmm. et la culpabilité, le remords Le lié à la remords. culpabilité. Le regret, ça veut dire qu'on est capable de reconnaître, justement, de reconnaître que notre comportement n'est pas approprié. Ouais. Donc ça, c'est positif. C'est-à-dire que là, je suis vraiment désolé, c'est pas du tout ce que je voulais faire, L'intention que j'avais, ouais. c'était pas du tout mon intention. Et à ce moment-là, on peut reconnaître. Hmm. Mais Versus le remords. alors, tout de même, je vais quand même mettre un bémol. Tout dépend, on va dire, des niveaux de conscience. On peut dire qu'une certaine forme chez des personnes, euh, comment dire, bah, on voit chez des personnes qui peuvent commettre des méfaits.
c'est important, on va dire, d'avoir une certaine morale. Dans le bouddhisme, par exemple, ils ont d'ailleurs une éducation qui s'appelle sila. Sila, c'est les règles. C'est-à-dire toutes les règles, tu ne feras pas de mal, etc. Donc on est obligé de commencer par éduquer de cette façon, pour dire aux gens, voilà, tu ne commettras pas le mal. Mais comme dit Dalai Lama, et c'est très important, les règles sont faites pour être dépassées. Ok. C'est-à-dire que pendant un moment, comme à l'enfant, on ne va pas lui donner des explications, on va être obligé de le guider, c'est-à-dire d'avoir un comportement, un minimum très guidant. Ouais. Voilà, parce que sinon, je sais pas, si on voit son enfant qui commence à s'adonner à des jeux dangereux, par exemple il balance des pierres sur la tête des copains, etc., on va être obligé de mettre des interdits. Ouais. Voilà. Donc ça, on est obligé. Mais c'est pour l'amener à une conscience plus tard. Justement, l'éducation, c'est bien pour ça qu'on parle d'éducation, on va l'éduquer. C'est-à-dire qu'on va lui apprendre que tous ces gestes ont des conséquences, que ça va, etc. Et on va lui apprendre que c'est aussi pour son propre bonheur de faire ça. C'est que si justement il a des relations amicales avec les autres, etc., eh bien il aura des amis, ses amis, voilà, ils auront du plaisir avec lui. Donc ça va commencer à prendre sens pour lui. Donc ce sera tout à fait différent. Et là, il peut abandonner les règles, justement, parce qu'il n'en a plus besoin. On pourrait dire, par exemple, dans l'absolu, on n'a pas besoin des feux rouges si on se respectait. On ferait attention, on s'arrête. Et puis on laisse passer les gens, puis chacun son tour, etc. Mais on est obligé, justement, de mettre des feux rouges. Et je dis, ça c'est dans l'absolu, bien sûr. Voilà. Donc quelqu'un tend vers plus de conscience, moins il a besoin de règles. Parce que le respect s'impose, va de soi. Parce qu'on comprend qu'à ce moment-là, en se respectant soi-même, on respecte les autres. Et on ne culpabilise pas. Cette notion de conscience, hein, on n'en a pas vraiment parlé tout au long, mais c'est quelque part un fil conducteur. Plus tu as une conscience qui est élevée, plus c'est... Je sais pas si on peut appeler ça des règles, mais c'est des règles de bon sens. C'est plus que ça, en fait. C'est quand on a la conscience, il faut bien comprendre ce que c'est. C'est, imaginons, j'entre dans une pièce, j'allume la lumière. Donc là, je sais ce qui se passe, je vois ce qui se passe, je sais qu'en mettant mon pied à tel endroit, il va se passer ceci ou cela, etc. C'est-à-dire que je suis conscient de ce que je fais. Je perçois ce que je fais, mais c'est pas seulement je perçois ce que je fais, je perçois les incidences que ça va avoir. Tu vois, il y a un moment, on a fait une petite aparté à propos du végétarisme, mais moi, quand j'ai eu conscience, justement, que je participais à la souffrance animale en mangeant de la viande, mais je ne me suis pas senti coupable. Mais je me suis dit, je ne peux plus participer à la souffrance, puisque j'aspire au bonheur. Comment est-ce que je peux aspirer au bonheur? En participant à la souffrance d'autres êtres vivants. Donc, je ne peux pas. Donc, je renonce. Parce que là, aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de la vie, des vibrations positives. Et c'est d'ailleurs amusant. Je lancerai un petit clin d'œil au passage, parce que je vois plein de gens qui me disent, je suis dans le cœur, etc. Mais ils continuent à manger de la viande. Je leur dis, attendez, si vous êtes dans le cœur, vous aimez la vie, donc vous aimez tous les êtres, y compris les animaux, et donc vous ne pouvez pas tolérer qu'il y ait de la souffrance dans votre assiette. Donc si vous êtes vraiment dans le cœur, arrêtez de manger de la viande. Voilà, parce que on peut pas. C'est important parce que quelle vibration, justement, parce que les gens, je les vois, ils disent, ils cultivent que les vibrations positives. Mais je dis, mais quelle vibration peut avoir la viande que vous avez dans l'assiette, sachant qu'il est passé par les abattoirs, il a vu la mort arriver, on l'a égorgé, il a vécu un enfer. C'est quelle vibration est là votre viande dans l'assiette? Alors, si vous voulez justement que toutes vos vibrations soient positives, arrêtez, ne vous mentez pas à vous-même. Ou alors admettez qu'il y a une tâche dans... Oui, il y a une incohérence. Voilà. Donc, voilà, ça fait partie de... Il faudra l'accepter, mais de vous dire qu'à un moment ou à un autre, il faudra être capable de renoncer à cet aspect si vous voulez vraiment vivre en totalité, comme vous le dites, en cohérence avec cette vibration. Je reviens sur la culpabilité, excuse-moi là. Oui, on parlait de remords, donc cette notion de remords qui est différente du regret. Le remords est vraiment rattaché en fait à la culpabilité. Hein. Oui, mais et puis on se fait du mal. Le remords, c'est on s'en veut. Justement, c'est de la haine de soi. C'est du mépris, c'est de se dire, mais justement, qu'est-ce qui se passe dans le remords? J'ai honte de moi. On réfléchit pas en fait dans le remords. Oui. On se rabaisse. On se rabaisse, on se dévalorise complètement. Mais pour quel bénéfice, justement? C'est ce que je dis aux gens. Quand vous avez blessé quelqu'un, ça lui fait une belle jambe que vous culpabilisiez. Lui, ça lui apporte rien. Ouais. Ça lui apportera beaucoup plus que vous soyez capable d'aller vers lui en lui disant, écoute, je suis vraiment désolé, Parce que souvent, on est tellement coupable
qu'on va se sauver. On va pas du tout. C'est tout le contraire du sens de responsabilité, la culpabilité. C'est justement souvent parce qu'on se sent coupable et parce qu'on ne veut pas se sentir coupable. Et là, il y a des mécanismes psychologiques extrêmement subtils. Comme on ne veut pas se sentir coupable, eh bien, on va nier les faits. Mm. Ah non, non, mais c'est pas moi, j'ai rien fait, c'est pas moi, c'est de sa faute. Et même à la limite, on va même en vouloir à la personne qui est l'objet de notre comportement. Donc c'est extraordinaire. On voit justement des gens très très coupables, ils vont être en colère alors que c'est eux qui ont fait souffrir l'autre. Ouais, C'est ça arrive. Ouais. Donc on voit, ça peut aller très loin la culpabilité. Et la culpabilité, justement, ça peut nous amener à des comportements extrêmement destructeurs ou autodestructeurs. Parce qu'on est complètement dans la négation. Je prends un exemple. Hitler, lui, il avait vraiment cette notion du bien et du mal. Ceux-là, ils sont mauvais, on les élimine. Ouais. Et ceux-là, c'est les bons, on les garde. Le problème, c'est qu'à la fin, ça se rétrécissait de plus en plus parce qu'il y avait de moins en moins de gens qui entraient dans ces critères. Il a fini forcément par suicider. S'il y avait pas de, justement, s'il y avait cette tolérance, ce respect, etc., il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. C'est impossible. Tu parles de tolérance, de respect, et tout à l'heure tu parlais du karma. En Occident, on est blanc, noir, hein, c'est bien, c'est mal, et tu parlais du karma où voilà, c'était beaucoup plus large et on changeait. Ouais. Comment ça se passe là? Alors, le karma dans le bouddhisme, ça peut revêtir beaucoup d'aspects. On peut le relier selon la définition qu'on en donne. On peut le relier d'une part aux actions qu'on a faites. C'est-à-dire qu'ils disent, c'est tout simple, hein, le karma, c'est à un moment dans une vie ou une autre, j'ai planté les mauvaises graines au mauvais endroit et donc j'ai une récolte. Mais la récolte, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se produire. Donc elle peut se produire beaucoup plus tard. C'est-à-dire qu'on a semé des graines, mais on ne sait pas à quel moment ça va se produire. En fait, ça va se produire lorsque les causes et les conditions vont être propices à, j'ai envie de dire, la germination. Et donc on va récolter à un moment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors moi je trouve que c'est très aidant parce que si on vit des choses terribles aujourd'hui, par exemple dans cette vie, on a du mal de comprendre ce qui peut arriver à un enfant, il est innocent, il n'a rien fait, il a une histoire très courte, donc comment est-ce que ça peut lui arriver? La notion de karma peut peut-être éclairer. Mais là, je laisse à chacun, parce que ça c'est chacun qui peut voir, mais ça rejoint quand même la physique quantique, puisque la physique quantique dit que justement, tout est relié. Et qu'à un moment, on a fait quelque chose à un endroit et ça va produire des effets beaucoup plus loin, beaucoup plus quand les conditions vont se réunir. Et donc, on peut y retrouver les mêmes bases. Et donc ça, c'est vraiment important. Alors donc ça, c'est vraiment la première notion de karma et qui est à voir souvent aussi quand on parle de névrose. C'est un peu la même chose. En fait, c'est le karma, c'est-à-dire c'est l'histoire de la personne qui fait que voilà, elle a une résultante de certaines attitudes, de certains comportements, de certaines pensées en fait qui l'animent et qui l'habitent. Dans ce que tu disais tout à l'heure, c'était la possibilité justement de changer ça. Ouais. Donc, si on reprend la culpabilité blanc-noir et cette notion de pouvoir changer, ça veut dire plus d'ouverture. Oui, et puis surtout, il faut arriver à cet état de, j'ai envie de dire, de non-jugement. Non-jugement ne veut pas dire négation, encore une fois, parce que souvent, si on dit ne jugez pas, le jugement, c'est encore une fois, s'appuie sur la notion de bien et de mal. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Ça, c'est positif, ça, c'est négatif. Et comme c'est dans la réalité, c'est pas ça. Donc, quand on arrive à se débarrasser du jugement, on s'efforce justement de voir les choses telles qu'elles sont, pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire qu'on va voir que toute chose, justement, a ses conséquences. La loi de cause et d'effet reste patente. C'est pas parce qu'on élimine le jugement que, d'un seul coup, on va échapper à la loi de cause et d'effet. C'est que, je sais pas, comme je prends souvent l'exemple quand je suis en conférence en train de parler de ça, en disant, si je commence à montrer désagréable à votre endroit, agressif, vous n'allez pas en ressentir un grand bienfait. Ça va être les conséquences de mon attitude. Donc, voilà les résultats que je vais obtenir. C'est la loi de cause et d'effet. C'est pour ça que je le disais la dernière fois, si j'aspire au bonheur, ben, il faut que je cultive toutes les causes et les conditions qui participent au bonheur. Donc cultiver la joie, le bonheur, le bien-être, la tolérance, etc. Donc j'ai essayé de développer toutes ces qualités qui sont justement inhérentes à mon esprit et essayer autant que possible d'éliminer justement toute la négativité, mais qui ne se fait pas justement comme ça. On a vu le pardon justement pour renoncer à la colère, etc. Et parce que il y a tout un travail de déracinement de ces attitudes négatives.
C'est pas en refoulant, c'est pas en se bagarrant contre la colère qu'on va s'en libérer. Au contraire, on risque de l'amplifier. Voilà. Donc il y a toute cette démarche de fond qui doit être faite pour aller vers. Donc encore une fois, je le répète, c'est que si je veux le bonheur, mes actes, mes pensées et ma manière de m'exprimer, donc mes paroles, doivent être en adéquation avec mes aspirations. Je ne peux pas désirer le bonheur et en même temps cultiver son contraire. Ça ne peut pas marcher. Ouais, C'est c'est comme si, incohérent. bah oui, c'est comme si je disais, voilà, je veux des carottes dans mon jardin, mais je plante des graines de choux. Et puis après, on s'étonne, mais je comprends pas, j'ai des choux. Bah oui, forcément, j'ai pas planté de graines de carottes. Donc, oui, mais c'est rigolo. Mais quand on voit ça, on se dit, mais c'est évident, mais seulement, c'est pas comme ça que les gens fonctionnent. C'est-à-dire qu'ils disent, je veux être heureux, mais ils font tout l'inverse de ce qu'il faut pour être heureux. Donc ils s'entretiennent dans la colère, dans la haine, dans le jugement. Donc forcément, on ne peut pas obtenir le bonheur de cette manière, c'est impossible. On- on- Pendant que tu dis ça, moi, je suis en train de penser aux gens qui justement font ce cheminement vers la prise de conscience, vers le développement personnel, vers l'évolution personnelle. Il y a quand même une première étincelle qui les amène vers ça. On en avait un petit peu discuté. C'est parfois un ras-le-bol d'une situation et puis pouf, tu passes sur autre chose. Oui. Euh, sur la culpabilité, ce que j'entends, c'est aussi on a un niveau de réflexion à avoir. Pas juste se dire ah mince voilà je suis nul etc. Mais d'aller voir cette notion de cause à effet. Il y a eu un effet, donc il y a une cause. C'est très important et ça rejoint à la fois la physique quantique, mais bien avant la physique quantique, les bouddhistes enseignaient ça, et je ne l'ai vu que chez les bouddhistes. Ils expliquent, quand ils abordent la notion de la nature des phénomènes. Les phénomènes, en fait, ils expliquent, n'ont pas d'existence en soi, pas d'existence propre. De la même manière qu'un nuage se produit à la faveur des causes et des conditions qui lui sont propices. Donc, on peut dire que le nuage n'a pas d'existence propre. D'accord. Quand on parle de phénomène, c'est quoi? Les phénomènes visibles, invisibles, quels qu'ils soient. Donc, Ce qu'on est en train de vivre, c'est un phénomène. Ma souffrance, c'est un phénomène. Donc, c'est tout. La pensée, c'est un phénomène. C'est-à-dire, c'est la nature de tous les phénomènes. Et donc, quand on a compris ça, on se rend compte que, justement, le nuage, il existe par le jeu des causes et des conditions. Donc, c'est parce qu'un grand nombre de causes et de conditions se sont produites que je vois apparaître le phénomène nuage. Mais le nuage, en soi, n'a pas d'existence propre, pas d'existence immuable, puisque, à la faveur du changement des causes et des conditions, il va se transformer à nouveau. Et il va disparaître même. Et bien, c'est exactement pareil pour nous. Et tout ce qu'on est en train de vivre, c'est un aboutissement. Donc, si je veux atteindre un objectif, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réunir toutes les causes et les conditions qui sont propices à la réalisation de cet objectif. C'est cette seule condition, j'ai envie de dire, que je vais obtenir le fameux résultat. Et c'est pour ça qu'on peut dire que notre vie aujourd'hui, c'est un aboutissement en réalité. Ça arrive pas comme ça. C'est l'aboutissement d'un grand nombre de causes et de conditions. C'est le jeu des causes et des conditions qui ont fait que je suis ce que je suis aujourd'hui et que je vis ce que je vis aujourd'hui. Et ce que je produis aussi est le jeu des causes et des conditions. Et plus on a conscience de ça, plus on va justement développer cette conscience, chercher à élever notre conscience, parce qu'élever notre conscience, c'est justement voir plus clair et voir ce que je fais. Dalai Lama le dit souvent, il disait regardez ce que vous faites, mais souvent on ne regarde pas ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas les implications de nos gestes. Et ça rejoint encore ce qu'on a vu l'autre fois, en disant, quand Christ disait, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne réalisent pas ce qu'ils font, ils ne voient pas ce qu'ils font, ils ne voient pas les implications que ça va avoir. Et ça, c'est très important, souvent on ne réalise pas les implications que vont avoir nos actes. Et ça, c'est justement, là, il n'y a plus cette notion de culpabilité, elle ne sert à rien. La culpabilité, justement, va nous empêcher, puisqu'on va dire je suis mauvais. Paf, on a verrouillé. Ouais, on a arrêté là. Alors que quand on est dans cet état d'ouverture, justement, on est capable de reconnaître, puisque je n'obtiens pas le résultat escompté, je peux voir justement quelles sont les causes et les conditions qui ont participé à ce genre de réalisation. Et donc à ce moment-là, je peux changer justement ces causes et ces conditions. Donc ça me donne une chance de transformer. C'est marrant hein, parce qu'il y a beaucoup de choses dans les émissions précédentes qui se rejoignent dans la culpabilité, le fait voilà ça, le fait de prendre conscience. Et pendant que tu parlais, j'étais en train de réfléchir sur le fait de dire mais la culpabilité quelque part c'est un résultat d'une non-conscience. Parce que si tu prends conscience justement de tous les gestes que tu fais, tu vas déterminer
pour ton propre cercle, qu'est-ce qui va arriver, mais aussi sur tout l'environnement, les cercles contigus. Et là, tu vas pouvoir accepter ce qui peut arriver. Est-ce que là, du coup, tu peux te sentir coupable ou avoir de la culpabilité par rapport à un choix que tu as prédéterminé? Je sais pas si je suis Non, clair. non, on va être, encore une fois, ça peut être du regret plutôt, mais pas de la culpabilité. D'accord, ok. On va regretter justement les conséquences que ça peut avoir. Et justement, à ce moment-là, on va tirer leçon. Quelqu'un qui est coupable, il ne tire aucune leçon. Hmm. Parce qu'encore une fois, il est simplement dans le jugement. Il dit ça, c'est mauvais, ça, c'est nul, ça, c'est. Donc il apprend rien. Quelqu'un qui est dans la culpabilité n'apprend jamais rien. C'est pour ça que je dis que la culpabilité, ça ne sert strictement à rien, parce que ça nous Ouais, empêche de progresser. On reste figé dans des états. c'est ça. Pas progresser. Ouais, ce que je veux dire, c'est que la culpabilité, ok, c'est le résultat de quelque chose, et puis tu le prends, regret ou en effet remords. Mais avant ça, quand tu rentres dans une certaine conscience, tu commences à voir toutes les implications de tous les gestes que tu fais, d'accord? Ouais. Typiquement, tu manges de la viande, d'accord? Moi, je suis encore mangeur de viande. J'espère, enfin, j'espère pas. Je suis en train d'évoluer dans ce chemin-là, et c'est très correct comme ça. J'ai encore un peu de travail à faire, mais je prends bien conscience que voilà, il y a des animaux qui se font maltraiter, que tout ça c'est pas très propre, mais quelque part je l'assume, d'accord, parce que j'ai pas encore franchi ce cap de dire non, c'est pas en adéquation avec ce que je suis en train de vivre. Comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a, si je prends mon propre exemple, parce que c'est quelque chose qui se médite, justement, je ne l'ai pas fait dans le sens d'une culpabilité, parce que s'il y a de la culpabilité, ça veut dire que je suis mauvais, et il y a une notion de cohérence, c'est-à-dire que je suis arrivé à cette cohérence de me dire, j'aspire au bonheur, j'aspire à être heureux, mais comment est-ce que je peux arriver à ce bonheur en sachant que je participe indirectement à la souffrance d'autrui? Hmm. Donc il y a pas de culpabilité, c'est une saine réflexion qui m'amène à me dire, c'est une question de logique. Je me dis, mais je ne peux pas continuer parce qu'il y a une incohérence entre mes aspirations et mes actes. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si je veux atteindre un objectif, il faut que toutes mes Ça. paroles, mes Hmm. actes et mes gestes aillent dans le même sens. C'est-à-dire que toutes les causes et les conditions participent. Mais là, pour moi, il y avait une incohérence. C'est-à-dire que moi, j'ai évolué pendant longtemps en mangeant de la viande, autrement dit en me racontant des histoires. Mais je me rends compte que, d'ailleurs, j'ai vu il n'y a pas très longtemps, parce que je cherchais un restaurant, il disait la paix commence dans l'assiette. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est excellent, oui. J'ai trouvé J'aime ça bien la phrase. extraordinaire. Parce que je me dis, c'est vrai, quelle vibration peut avoir cette viande. Et je me dis, je ne peux pas continuer, moi, d'un côté, de me dire, j'aspire au bonheur, je parle d'amour, je parle de compassion. Justement, on le disait tout à l'heure, je suis dans le cœur, mais je mange quand même de la viande. Hmm. C'est-à-dire, je participe à la souffrance des animaux. Donc je me dis, attends, il y a un truc qui colle pas là. Je me dis, tu peux pas dire que je suis dans le cœur. On peut pas être à moitié dans le cœur. On est dans le cœur, on Hmm. n'y est pas. Donc il y a un moment, on se dit, il faut que j'aligne mes actes. Il faut que j'aligne mes actes avec mes aspirations et avec surtout mes paroles. Parce que Hmm. en surface, je peux dire, voilà, je suis dans le cœur, mais je continue à mépriser les gens, je continue, voilà. Donc, pour moi, c'était la suite logique de mon accomplissement. C'est qu'à un moment, j'allais vers ce renoncement, de renoncer à participer à cette souffrance. Donc, je ne me suis pas culpabilisé. Je regrette juste d'avoir mis autant de temps à comprendre. D'accord, ok. Ce qui est fait est fait. Mais de mon fait, maintenant, il n'y a plus d'animaux. En tout cas, il y a plus de souffrance dans mon assiette. D'accord, ok. Non, non, c'est très très bien. C'est juste le cheminement, en effet. Une fois que tu as pris conscience, la Et justement, culpabilité. voilà. Et c'est justement un cheminement sans C'est culpabilité. ça, ouais, c'est ça. Parce que si j'étais dans la culpabilité, en fait, je mépriserais les animaux. Je Hmm. me dirais, c'est de leur faute, etc. Et puis voilà. Tu vois, quand on est dans la culpabilité, on se dit, par exemple, on a blessé quelqu'un, on lui dit, bah, et puis après tout, c'est bien fait, il l'a cherché, Oui, etc. c'est son problème. Voilà, c'est son problème. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de voir ce qui s'est réellement passé. Ouais. Et on fait la même chose. Si les gens, justement, n'arrivent pas à se libérer de ça, c'est parce que, justement, ils se sentent coupables. Il faut délivrer les gens de la culpabilité. Se dire, mais attendez, ne vous en voulez pas de manger de la viande. Prenez juste conscience que si vous aspirez réellement et authentiquement à aspirer au bonheur, il y a un moment, Ouais, ça va c'est s'imposer à vous. incohérent.
Voilà, ça va s'imposer à vous. Vous allez faire ce choix naturellement. Pas parce que on vous l'a dit ou pas parce que. Mais il y a un moment, plus vous méditez. Et je pense qu'il y a une prise de conscience collective aujourd'hui. On n'a jamais eu autant justement de vidéos sur la maltraitance animale. Et je trouve que c'est très bien qu'on s'en rende compte parce que comme ça amène les gens à se dire, mais ça a un prix que moi j'achète de la viande. Ça a un prix. Et même toutes nos consommations, j'ai Mhm. envie de dire. On consomme sans se rendre compte des conséquences que ça peut avoir. C'est-à-dire qu'on vit comme ça, comme si ça n'avait pas de conséquences. C'est-à-dire on achète, on surconsomme, etc. Mais on est en train d'épuiser complètement la planète. Et puis aujourd'hui, on tombe des nues, on se dit, mais je comprends pas. Je Ouais. comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un trou dans la couche d'ozone. En fait, on n'a pas regardé ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, on est en train de... C'est parce qu'il y a des conséquences à nos actes qu'on on se rend compte. Et là, on est loin de la culpabilité. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment la loi de cause et d'effet. C'est que tout ce que je fais a des implications, que je le veuille ou non. Donc il y a un moment, c'est que si je veux connaître la paix dans ma vie, il faut que moi, je me mette en paix avec moi-même. Il faut que je sois en paix avec moi. Et c'est d'abord de créer de la paix en moi. Et donc d'ajuster mes actes et mes comportements, mes paroles, tout doit aller dans le même sens. Mhm. Ouais, c'est vraiment super intéressant. Je suis content d'avoir un petit peu débordé sur ça parce qu'en effet, la notion de cause à effet a vraiment son importance, hein. C'est directement lié au sujet qu'on Ouais, aborde aujourd'hui. Tu vois, la notion d'accord, regarde, un- tout bêtement, un instrument ne fonctionnera bien que lorsqu'il est bien accordé. ouais. C'est-à-dire il est vraiment en accord et on peut sortir, comme on dit, des accords. Et ça va être accordé. Ça, là, le son est harmonieux, il est clair. Et c'est pareil pour nous. Il faut qu'on soit accordé. Mais on soit accordé à quoi? À la nature, Mhm. à notre nature. Et ça, c'est très important. Un autre sujet, mais qui va avec, c'est pareil. Moi, je me suis découvert il n'y a pas très longtemps une allergie au blé. Et je suis allé dans un magasin bio, puis je lui ai dit, écoutez, voilà, il me faut de l'épeautre, je peux plus manger de blé. Et il me dit, mais en fait, il y a de plus en plus de gens qui Ouais. souffrent justement de cette allergie au blé. Et il m'a expliqué, c'est très simple, il a dit, mais parce que le blé, c'est un produit qui est transformé. Et donc le corps le rejette aujourd'hui, parce que ça n'entre pas justement avec notre nature, avec la nature, parce que c'est pas naturel. Donc il dit, c'est pour ça on va avoir des surprises avec les OGM. Je suis pas contre les OGM, ça n'a rien à Mhm. voir. C'est juste une question de logique. C'est qu'aujourd'hui, on s'étonne d'avoir autant d'allergies. Il y a une recrudescence des allergies. On se demande d'où ça vient. Mais aujourd'hui, on ne veut pas voir que ça vient des produits transformés que notre corps ne veut plus Mhm. et les rejette parce que ça n'entre pas en cohérence avec la nature. Donc on va avoir de plus en plus d'allergies comme ça. Puis évidemment, il y a l'effet de pollution, Ouais, il y il y a a tout beaucoup ça. d'effets qui font que aujourd'hui on respire un air vicié, c'est épouvantable ce qu'on a créé. C'est marrant hein, parce que il reste un peu moins de 15 minutes, hein. J'ai regardé une vidéo là sur YouTube qui passait, c'était à l'ONU en 1972. Je sais pas si tu l'as vu passer cette vidéo. Oui, mais c'est moi qui 92. C'est toi qui l'as mise? Ouais. 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 Et j'ai trouvé ça énorme parce que j'ai écouté entièrement. J'ai cette jeune fille qui parlait de tout ce de tout ce qui se passait et je faisais le bilan par rapport à maintenant les évolutions qu'on avait faites. En fait, il n'y a pas eu vraiment d'évolution, de prise de conscience par rapport à ça et on est à peu près rendu toujours au même endroit, quoi. Non, parce que l'être humain est ainsi fait que c'est un peu comme nous. C'est comme un individu. Il y a un moment, il faut qu'il arrive vraiment parfois à, à la limite où là, il va y avoir la prise de conscience, où il va payer par le prix des conséquences de ses Mm. actes. C'est-à-dire que nous, on voit le fruit de nos actes par les effets que ça va produire. Donc on voit plus de pollution, l'air devient respirable, les espèces qui sont en train de disparaître, etc. C'était en fait cette jeune fille a lancé un premier signe d'alarme. Ouais. Enfin, c'est pas le premier parce que ça Il y fait en a un eu pas moment. mal, ouais. Depuis que l'industrie existe, on a bien pollué allègrement et on ne mesurait pas. C'est-à-dire que encore une fois, on est dans cette espèce d'aveuglement. Je veux des choses, c'est-à-dire ça c'est l'ego. C'est Je ça, ouais. veux, mais je me fiche complètement des conséquences que ça peut avoir. Je veux des bois exotiques dans ma maison, mais pour ça, on va détruire la forêt amazonienne. Ouais. Et je veux de l'ivoire parce que c'est chic. Eh bien, on va tuer des animaux, on va faire disparaître des espèces juste pour que moi j'ai mon collier en ivoire. Mm. Donc, on a massacré des baleines juste parce que je voulais mon rouge à lèvres. Et on mesure pas les conséquences de nos choix. Et on s'en fiche parce qu'on est dans le désir. C'est Mm. moi je veux. Ça, c'est l'ego. Moi je veux, mais je me fiche des conséquences que ça aura.
C'est-à-dire qu'on veut un plaisir immédiat. Et quand Dalai Lama dit regardez ce que vous faites, il dit regardez les implications de vos actes, de vos gestes et aussi de vos désirs. Parce que quand je désire une chose, c'est pas que c'est mal le désir, mais quand les bouddhistes disent justement le désir est un obstacle au bonheur, c'est dans ce sens. C'est que le désir que j'ai va avoir des conséquences. Voilà, tout le monde veut avoir sa voiture, mais on se fiche des conséquences, ça va polluer la planète. Donc voilà. Donc ce qui fait que voilà, je veux tout le monde veut un enfant. Aujourd'hui, on est en surpopulation. On se fiche des conséquences. Il y a un moment, on est obligé justement de méditer sur les conséquences de tout ce que l'on veut, parce que c'est à long terme. Parce qu'on n'a pas cette vision à long terme. À long terme, ça va avoir des conséquences sur notre propre équilibre. Donc on va être les premiers à en être pénalisés. C'est ça. Après, on va arriver sur une notion de culpabilité. Si j'avais su, machin, alors qu'on le sait déjà Oui. dès à Mais présent. encore une fois, la culpabilité, elle ne sert strictement à rien. Ouais. C'est justement, il faut aller vers le sens de responsabilité. C'est-à-dire que nous sommes responsables de ce que nous sommes en train de créer. Et collectivement, on est co-créateur de tout ce qui est en train de se produire aujourd'hui. C'est-à-dire que ça sert à rien. On tape sur les gouvernements, on essaie de pointer des gens du doigt, mais ça, c'est justement pour ne pas se regarder. C'est tellement plus facile. Je pense que le monde va s'améliorer le jour où il y aura justement une œuvre collective où les gens vont prendre massivement conscience. On ne peut pas continuer à fonctionner de cette manière. Il faut qu'on change, c'est-à-dire qu'on s'auto-régule nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on soit capable de renoncer à certains plaisirs pour aller vers un plus grand bonheur. Ça, c'est très important. Parce que nous, justement, on aura peut-être l'occasion de faire une émission là-dessus, mais il ne faut pas confondre le plaisir et le bonheur. C'est pas la même chose. On peut avoir des plaisirs qui vont être immédiats, qui vont nous apporter une certaine satisfaction, mais le bonheur sur le long terme, c'est autre chose. Un bonheur durable, c'est pas ça. Oui, ça peut être une émission super intéressante, parce qu'il y a beaucoup à dire. Plaisir versus bonheur. Plaisir qui est quelque chose qui peut être relativement court, tandis que le bonheur peut être quelque chose sur la durée. On arrive à la fin de cette émission, il reste un peu moins de 8 minutes. Je voudrais qu'on refasse un petit, comme on le fait d'habitude en fin d'émission, un petit tour sur justement amour et puis culpabilité. Qu'est-ce qu'on en tire de ça sur la culpabilité, regret, remords? Le regret, on réfléchit en fait à ce qui s'est fait, on trouve la cause, on rectifie versus le remords où en fait on se plaint sur soi-même, on s'enfonce sur nous-mêmes. Ça nous empêche de reconnaître les conséquences de nos actes. Moins de culpabilité, c'est plus de liberté et forcément plus de responsabilité. Ouais. Donc beaucoup plus libre, on est plus de paix aussi puisque la culpabilité est anxiogène. Elle crée des angoisses en fait d'ailleurs parce que justement comme on se juge, on considère qu'on est mal, on s'en veut, on se sent mal, on se sent plein d'angoisse, plein d'anxiété et alors que le contraire justement, d'une part la culpabilité nous empêche, ça rejoint l'émission de la dernière fois de nous pardonner. Ouais. On ne se pardonne pas justement d'avoir fait ce qu'on a fait, on est incapable de se pardonner parce qu'on se juge justement et donc parce qu'on se sent coupable. Et ça, c'est important justement d'arriver à se pardonner. Et encore une fois, on va vers une plus grande maturité d'esprit. C'est la maturité, c'est l'adulte. L'adulte n'est pas dans le jugement, il n'est pas dans la culpabilité, il n'est pas là en train de dire t'as mal fait, t'es mauvais, ou t'es nul. À la limite, on va questionner la personne justement pour l'amener à prendre conscience des conséquences de ses actes. S'il y avait une clé à retenir, un petit pas, comme on aime bien les donner, ce serait quoi le premier petit pas à faire, à utiliser au quotidien pour justement ne plus avoir cette culpabilité? Mais il y a plus de 2000 ans, quelqu'un a dit ne juge pas et tu ne seras point jugé. Parce que en jugeant les autres, on se juge soi-même et inversement. Donc il faut arriver à se rendre compte, et ça c'est vraiment la grande clé, que le jugement est inutile, il est adéquat. Et pour ça, il faut se rendre compte, c'est-à-dire c'est en étant attentif. C'est de voir à quel point justement le jugement est complètement invalidant parce qu'il nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Et c'est pour ça que c'est toujours de se poser la question, qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce qui se passe réellement? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Au lieu de se juger, au lieu de culpabiliser, au lieu de se dire, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe réellement. D'accord, la phrase qu'il faudrait retenir, c'est qu'est-ce qui se passe réellement. C'est une analyse en fait à faire. Ouais, c'est d'aspirer à la vérité en fait, à voir les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est vraiment la grande clé.
Et puis là-dedans, justement, la culpabilité, puisque on parlait d'amour et de culpabilité, mais justement, il n'y a pas d'amour quand il y a de la culpabilité. Ouais, hein. Il n'y a pas d'amour. L'amour vient justement quand la culpabilité s'en va. Et moins de culpabilité, c'est plus d'amour, c'est plus de respect, c'est plus d'écoute, c'est plus d'attention à l'égard des autres. C'est ça, cette notion d'attention et C'est d'écoute. profond dans la culpabilité, faut pas croire, c'est pas facile de s'en libérer, d'autant plus que c'est transgénérationnel, c'est des choses qu'on transmet de Oui, c'est génération en génération. l'éducation, ouais. Mm. C'est toute une éducation, c'est vraiment cette éducation, et on voit en plus, on la perpétue, puisque on voit à travers même nos émissions, quand on regarde la télé, les médias sont très manichéens. Mm. Quand on les entend parler du monstre, du machin, de voilà, on pointe du doigt, c'est très manichéen. C'est vraiment comment les gens peuvent arriver à se libérer de ça. C'est difficile, mais chacun doit le faire à son niveau, Ouais, et on voit vers justement, on tend vers plus de tendresse, j'ai envie de dire, envers soi-même. à son rythme, en se posant, en disant, OK, Tout à fait. qu'est-ce que ça veut dire? Mm. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? OK. Ouf. Euh, on arrive en fin d'émission. Bruno, merci beaucoup. C'est toujours une richesse d'enseignement de ces échanges, de tout ce que tu apportes, hein. Et vraiment, j'ai une énorme gratitude par rapport à tout ça parce que j'apprends énormément de choses, hein, et c'est vraiment super plaisant. Bah, moi, j'en ai tout autant parce que je me dis c'est extraordinaire, parce que grâce à ton émission, tu fais bénéficier plein de gens de cette démarche, et je trouve ça extraordinaire. Donc, effectivement, pour moi, je suis très, ça me fait infiniment plaisir, et je me dis que voilà, si ça peut être bénéfique à plein de gens, bah, tant mieux. Ouais, je pense que oui, ça va l'être. Enfin, en tout cas, dans le monde dans lequel on le vit, c'est de plus en plus important que les gens, en effet, prennent conscience d'un certain nombre de choses à leur niveau, certes, avec leur façon de voir, mais qu'ils avancent sur ça.